20 heures, si vous voulez bien, 21 heures, si vous voulez bien vous installer. Ça commence bien. Alors, je vais procéder à l'appel. Monsieur Floquet-Patrick, présent. Monsieur François Rose. Présent. Madame Karine Farge. Présent. Monsieur Jean-Pierre Yetna. Présent. Madame Marie-Noëlle Flotterer. Présent. Monsieur Mourad Azi. Présent. Madame Bakta Maïch. Monsieur Jean-Luc Leroy. Présent. Madame Elvire Thénault. Monsieur Bamba Moustapha a donné pouvoir à Madame Bakta Maïch. Madame Colette Lambert. Madame Jacqueline Rago. Madame Mireille Bellatar. Monsieur Hervé Martin. Monsieur Albert Blondel. Monsieur Abdelaziz Lalmi. Madame Patricia Egas a donné pouvoir à Monsieur Albert Blondel. Monsieur Bernard Narbedi. Monsieur Bernard Laborde. Madame Francine Cancel. Monsieur Lucène Elmazouzi. Madame Maha Gulfraz. Madame Loga Vassente. Présente. Monsieur Selva Adamalé. Madame Soria Maïch. Monsieur Alain Bocara. Madame Pascal Andriana Solo. Monsieur Thierry Mention a donné pouvoir à Madame Pascal Andriana Solo. Monsieur Raouf Baka. Madame Jennifer Bonino. Monsieur Laurent Poulot. Alors, Monsieur Franck Capmarty et Madame Barbara Ezelis a donné pouvoir à Monsieur Alain Bocara. Donc, le quorum étant atteint, on peut valablement délibérer. Je vais nommer comme secrétaire de séance Monsieur Jean-Luc Leroy, si personne n'y voit d'objection. Pas d'objection. Donc, Monsieur Jean-Luc Leroy est secrétaire de séance. Alors, je vous rappelle que la séance est filmée et retransmise sur Facebook, le Facebook de la ville, comme d'habitude. Le premier point à l'ordre du jour, le procès-verbal d'installation d'un nouveau conseiller municipal. Monsieur le maire informe les membres de l'Assemblée que par jugement en date du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré Madame Muriel Belaïch démissionnaire d'office du conseil municipal de Montmagny. Cette décision revêt désormais un caractère définitif. Conformément aux règles édictées par l'article L270 du Code électoral, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Monsieur Laurent Poulot étant le candidat venant après le dernier élu de la liste, Ensemble Changeons Montmagny, sur laquelle se trouvait Madame Belaïch, a été sollicité et expressément fait part de son intention de siéger au conseil municipal. En conséquence, compte tenu du résultat des élections municipales de 2020 et conformément à l'article précité du Code électoral, M. Laurent Poulot est installé dans ses fonctions de conseiller municipal. Le conseil municipal prend acte de l'installation de M. Laurent Poulot en qualité de conseiller municipal, prend acte que le tableau du conseil municipal sera modifié en conséquence et transmis ensuite à M. le préfet. S'il le désire, il s'installe. Bienvenue, Monsieur Poulot. Le point 2, c'est l'approbation du procès-verbal du 30 juin 2022. Il est proposé donc d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du 30 juin 2022, tel que joint en annexe. Avez-vous des remarques à formuler sur ce procès-verbal ? S'il n'y en a pas, oui. Oui, bonjour. Je voudrais juste un point. On ne va pas polémiquer, il reste 4 ans de mandat. Pourquoi on n'a pas de réponse quand on vous écrit? Vous m'avez écrit quand? J'ai fait... Non, laissez-moi finir.
mais Pas commencer à là, on rigoler est bêtement. à l'approbation du procès-verbal. Vous n'avez pas Non, commencé mais oui, à non, faire mais il faut l'ordre bien. du jour. Vous savez que l'ordre du jour, Mais je il n'y a voudrais- que le maire qui peut le Non, faire. mais je voudrais juste une question. Je vous ai fait, comme le règlement intérieur le stipule, il y a 4 mois, une demande de salle. Je n'ai jamais eu de réponse. Bah, écoutez, si vous avez une réponse, et d'abord, dans je le n'ai- règlement intérieur, il est dit qu'on peut prendre le restaurant communal uniquement à titre personnel. Eh Voilà. ben, Y a-t-il des... non, mais pourquoi vous répondez pas à chaque fois? Ah, Eh ça ben, y est, c'est- je vous ai répondu. Mais c'était à titre personnel, je comprends pas. Mais non, Vous c'était connaissez pas ma à titre vie personnel, privée? vous le savez très bien. Mais si, pourquoi vous connaissez ma vie privée? Oui. Ah bon? Alors, malheureusement. Eh ben, vous Alors, pouvez répondre, alors, on va répondez-moi procéder que- à l'approbation du procès verbal de cette séance. C'est ouf. Et contre, tout à fait. Qui est contre? Je savais que j'avais aucun Qui secret pour vous, s'abstient? mais à ce point-là. Une abstention, Monsieur Capmarty. Alors, le point 3, c'est la désignation d'un conseiller municipal correspondant incendie et secours. L'article 13 de la loi 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels prévoit que dans chaque conseil municipal où il est nommé, un adjoint au maire ou un conseiller chargé des questions de sécurité civile en application de l'article L. 731-3 du Code de la sécurité intérieure, un correspondant incendie et secours doit être désigné. Le correspondant incendie et secours est l'interlocuteur privilégié du service départemental ou territorial d'incendie et de secours dans la commune sur les questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les incendies. Il a pour mission l'information et la sensibilisation du conseil municipal et des habitants de la commune sur l'ensemble des questions relatives à la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile, à la préparation des mesures de sauvegarde, à l'organisation des moyens de secours, à la protection des personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, ainsi qu'à leur évacuation. Le décret 2022-1091 du 29 juillet 2022 détermine les conditions et les modalités de la création et de l'exercice de cette nouvelle fonction. La commune de Montmagny n'ayant pas un adjoint ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile, il lui appartient donc de nommer un correspondant incendie et secours parmi les membres du conseil municipal dans un délai de 3 mois à compter de l'entrée en vigueur du décret, soit avant le 2 novembre 2022. Tel est l'objet de la présente délibération. Je vous proposerai de nommer M. Albert Bourdel comme conseiller municipal correspondant incendie et secours. Pas d'autres candidats. Donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vous remercie pour lui. Le point 4, c'est la création, suppression de postes et autorisation de recourir à du personnel contractuel. Alors, je vous proposerai à la direction de la petite enfance, suite à un départ en retraite et à une régularisation de création de postes, selon le projet d'organisation du service, de supprimer un poste permanent d'agent administratif de catégorie C à temps complet à compter du 10 octobre 2022, de supprimer un poste permanent d'éducateur de jeunes enfants à temps complet à compter également du 10 octobre 2022. De créer également un poste permanent d'auxiliaire petite enfance à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires de catégorie C au grade d'adjoint technique à compter du 1er novembre 2022 et d'avoir recours à des personnels contractuels en cas de recherche infructueuse. Au niveau de la direction d'aménagement et cadre de vie, il a été décidé de ne pas renouveler un marché d'entretien au service vert et de recruter 2 agents des espaces verts pour réaliser les missions exercées dans le cadre de ce marché. Je pense que ça va faire plaisir à M. Capmarty. Donc il est proposé de créer 2 postes permanents d'agents des espaces verts à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires de catégorie C au grade d'adjoint technique à compter du 1er novembre 2022 et d'autoriser le recours du personnel contractuel en cas de recherche infructueuse. Au niveau de la direction des affaires sociales et politiques de la ville, pour répondre à un besoin d'animation en centre socio-culturel lors des vacances scolaires, créer un poste non permanent pour faire face à un besoin lié à un besoin saisonnier d'agents d'animation socio-culturelle à temps complet à raison de 35 heures à partir du 10 octobre 2022.
avoir recours également du personnel contractuel. Enfin, pour répondre à un besoin en accompagnement à la scolarité, créer un poste non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité d'agent d'animation à temps non complet, à raison de 8 heures hebdomadaires de catégorie C, au grade d'animation, d'adjoint d'animation à compter du 10 octobre 2022 et d'autoriser à avoir le recours à du personnel contractuel. Suite au non-renouvellement du contrat de la responsable des affaires sociales et politiques de la ville et à une réorganisation des missions, supprimer un poste permanent de responsable des affaires sociales et politiques de la ville à raison de 35 heures hebdomadaires de catégorie A au grade d'attaché à compter du 10 octobre 2022. Enfin, à la direction des affaires culturelles, suite à un départ en retraite d'un agent d'accueil à la médiathèque et pour pouvoir en remplacement, je vous propose de supprimer un poste permanent d'agent d'accueil à la médiathèque à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires de catégorie C à compter du 1er janvier 2023 et de créer un poste permanent d'agent d'accueil à la médiathèque à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires de catégorie C au grade d'emploi des adjoints du patrimoine à compter du 1er janvier 2023 et d'autoriser à avoir recours à du personnel contractuel s'il n'y a pas de personnes qui sont titulaires. Avez-vous des questions? Monsieur Caparty. Oui, donc, pour la petite enfance, on a 2 suppressions pour une création. Est-ce qu'il y a moins de besoins? Alors, non, c'est qu'il y a une personne, on supprime son poste le premier parce qu'elle part à la retraite, Oui. et le deuxième, on l'avait créé au conseil municipal de juin, et en fait, on n'en a pas eu besoin. Ah, d'accord. Ok. Bon, en affaires culturelles, les suppressions on la suppression d'un adjoint au patrimoine principal et la création d'un adjoint patrimoine non principal. Pourquoi il y en a un qui est principal et pas l'autre? Parce que celui qui sera recruté n'a pas le grade de principal de première classe. D'accord. Donc il n'a pas la qualification pour être... Ah si, il a la qualification. On recherche à tous les... Bon, il ne sera pas principal, celui-là. Non. D'accord. Bon. Pas pourquoi, mais enfin... Ouais, d'accord. Je mets aux voix. Attendez, j'ai pas fini. Ah bah allez-y, allez-y. Donc, ensuite, le poste de direction des affaires sociales et politiques de la ville ne serait plus nécessaire puisqu'il est supprimé. Pardon, j'ai pas bien compris. Excusez-moi. Le poste de direction des affaires sociales et politiques de la ville ne serait-il plus nécessaire? Parce qu'il est supprimé et j'ai pas vu de création. Non, parce qu'on le remplace par quelqu'un qui aura un autre intitulé de poste. Oui, la même chose, mais un autre intitulé. Voilà, mais différemment. Donc c'est pour ça qu'on supprime ce poste-là. D'accord. De catégorie A. D'accord. Encore une question. Donc après la gentille démission du DGS sortant, on n'a pas de candidat en vue pour le poste? Il a été recruté aujourd'hui. Vous faites bien de poser la question parce qu'hier, j'aurais pas pu vous répondre. D'accord, ok. Bon. C'est tout. En espérant avoir fait le bon choix. Alors je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Ah oui, il a 3 mois de préavis, ça, bon, ils ont tous 3 mois de préavis, en règle générale. Alors, pour la mise à jour du tableau des effectifs, j'ai passé la parole à monsieur Bernard Laborde. Merci, monsieur le maire. Mesdames et messieurs les élus, bonsoir. Donc, de manière traditionnelle, on revoit en série donc, le tableau des effectifs qui comporte toujours les 3 unités classiques, à savoir les emplois titulaires, les emplois permanents non titulaires et les emplois non permanents et non titulaires. Bon, vous avez eu le temps de certainement étudier de manière très précise les effectifs. Quelles sont vos questions? Bon, c'est la même chose que la dernière fois, corriger
des changements que l'on a donnés. Alors, comme la dernière fois, je vais donc vous dire que les postes vacants, notamment sur le troisième volet, à savoir les emplois non permanents, non titulaires, constituent ce qu'on appelle dans le privé des CDD, mais par contre, ils doivent être inscrits au niveau des collectivités territoriales. Bon, donc chacun en a pris note. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vous remercie. Le point 6, c'est le protocole de télétravail. Monsieur Laborde. Merci, monsieur le maire. Donc, concernant le protocole de télétravail, en fait, ça s'est passé en deux, et ça, c'est la troisième étape. Le 17 décembre 2020 était instauré le télétravail au sein des services de la commune de Montmagny. Une nouvelle délibération avait été prise en date du 7 octobre 2021, et ensuite un accord télétravail dans la fonction publique a été pris. Donc il convient désormais de donner un cadre clair au télétravail, notamment au vu des dernières avancées majeures par le biais d'un protocole. Donc le protocole joint reprenait tous les éléments concernant le télétravail, à savoir donc les procédures, la durée, la quotité, les outils, le lieu de télétravail, le rythme, enfin, bref, tout ce qui concerne les modalités de télétravail, ainsi qu'était joint la formulaire de demande, puisque le télétravail reste quand même basé sur du volontariat. C'est la même chose pratiquement que la dernière fois. Il n'y a pas eu d'énormes avancées. Qu'est-ce qui a changé par rapport au micro? Ah, pardon. Non, mais il n'y avait pas de protocole. Donc, ce qui a changé, c'est qu'il y a un protocole Là, aujourd'hui. On avait voté chaque point séparément. Aujourd'hui, on fait un protocole de télétravail où tout est dedans. En fait, les dernières fois, ça avait été décidé plus ou moins sur les contraintes à la base du confinement et ensuite aux accords qui étaient entérinés, enfin pas entérinés, mais plutôt de manière non officielle. Là, c'est officiel au niveau de la collectivité. Et pour faire plaisir à M. Cap-Marty, qui avait posé la question la dernière fois, il trouvait que les 2,50 étaient faibles. J'ai entendu ce soir à la télévision qu'il était revalorisé de 15%. 2,88. On va arriver à 2,88. Moi, je voulais dire, l'indemnité de 2,50, bien sûr, par jour de télétravail, semble peu, et surtout par rapport à l'inflation actuelle. De plus, les 220 € annuels ne correspondent pas au nombre de jours travaillés, mettons 3 par semaine. Si, 88. Comment 88. Ça doit faire 350 €. Si vous multipliez les 3 jours par semaine sur les 1607 heures annuelles, c'est ce que j'ai calculé. Hein. Non, mais les 1607 heures travaillées, donc il n'y a pas les vacances dedans. C'est ça, 88 multiplié par 2,50, ça fait 220. Oui, mais ça devrait être 350. Mais il y a 44 semaines à 2 jours, ça fait 88. Ah, pour 2 jours. Basé oui. sur 2 jours, oui. C'est pas 3 jours alors. C'est le calcul qu'on a fait. Vous avez Après, on calculé peut aller jusqu'à 3 jours. Mais en règle générale, on donne 2 jours. 2 jours. Ah, 2 jours, ça va. Si c'est 3 jours, ça va pas. Sur Alors, l'année. Sinon. S'il y a un maxi de l'année à 220, et s'ils font 3 jours, ça marche pas. De toute façon, vous savez, il y a beaucoup de choses qui vont changer cet hiver à cause des augmentations de fluide et d'énergie. Donc c'est sûr que si on peut arriver à ne pas chauffer certaines pièces et certains bureaux, et que chacun est donc en télétravail, ça participera également aux économies d'énergie. Voilà, donc rien de nouveau, hein, simplement ce que l'on avait déjà vu ces derniers mois. S'il n'y a plus de questions, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Cap-Marty, Monsieur Bocara et son pouvoir. Alors,
S'abstient. Donc M. Boucaran, M. Poulot, M. Cap-Marty et Mme Barbara Ezélis. Voilà. Je vous remercie. Point 7. Adoption du règlement intérieur des services. Monsieur Laborde. Merci, monsieur le maire. Donc, il a été instauré un règlement intérieur. En fait, ceci dit, ça existait déjà depuis pas mal d'années. Simplement, les évolutions législatives ayant été très avancées, il convient de le réactualiser. Donc, d'où un nouveau règlement intérieur qui est plus conforme à la législation actuelle. Qui fixe donc tout ce qui concerne l'organisation du travail, la rémunération, les congés, l'accès aux locaux et matériels, les droits et les obligations, ainsi que l'exercice du droit syndical et tout ce qui concerne la prévention de la santé et de la sécurité au travail. Voilà. Avez-vous des remarques à faire, Monsieur Cap-Marty? On aurait voulu savoir quelle était l'enveloppe financière affectée au CIA et quel est le nombre d'agents qui en bénéficient. J'ai pas entendu. Essayez de parler plus près de votre micro parce que je ne vous entends pas. Pardon? Je ne vous entends pas. Écoutez, je vais parler plus fort peut-être. Quelle est l'enveloppe financière affectée au CIA et quel est le nombre d'agents qui en bénéficient? Je vois ce qu'il veut dire. Je ne peux pas vous répondre ce soir. C'est le complément indemnitaire annuel. Oui. Ah si, le CIA, c'est en fonction de la notation annuelle. Vous avez des entretiens professionnels qui vont commencer là, en fin d'année. Et donc, en fonction du nombre de points, s'ils ont plus de 80 points sur 100, ils ont le droit à une part de CIA. Alors, il y a une enveloppe globale qui est donnée et qui est répartie en fonction du personnel qui a plus de 80 points aux entretiens professionnels. Donc c'est la question qu'on vous pose. Quelle est l'enveloppe financière affectée au CIA et quel est le nombre d'agents qui en bénéficient? Alors là, de tête, je ne peux pas vous dire, mais il y en a quand même pas mal qui en bénéficient. Mais je pourrais vous le dire une fois qu'on aura passé les entretiens ou vous donner les chiffres de l'année dernière. Je vous les communiquerai. Et l'enveloppe, vous l'avez, non? Non, l'enveloppe, je ne l'ai plus. Non, plus tard, alors, d'accord. Je l'ai déterminée il y a au moins 3 ans. De toute façon, à la base, elle doit être fonction aussi de l'effectif global. Oui, Bien sûr. oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, mais enfin, il y a une proportion en fonction du nombre de personnes. Donc, je vous communiquerai les chiffres. Y a-t-il d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Le point suivant. L'approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges, qu'on appelle également la CLET. Alors, en application des dispositions de l'article 1609 noni C du 4 du Code général des impôts, la commission locale d'évaluation des transferts de charges s'est réunie le 27 septembre dernier. Le rapport de la CLET doit être approuvé par les conseils municipaux à la majorité qualifiée dans les 3 mois à compter de sa transmission, afin que la commune puisse, dès le mois de décembre 2022, percevoir la régularisation des attributions de compensation 2022. Alors, quand on a rédigé cette note, ce qui est en jaune, nous ne pouvions pas le faire parce que nous n'avions pas encore reçu la notification. Donc, je vous proposerai de rajouter, il était notifié par le président de la CLET à l'ensemble des communes membres de la communauté d'agglomération Plaine-Vallée, par courrier en date du 28 septembre 2022, reçu en mairie de Montmagny le 3 octobre dernier. Donc, le rapport était déjà parti. À défaut de l'approbation du rapport dans le délai imparti, le Code général des impôts prévoit que le coût net des charges transférées est constaté par arrêté du représentant de l'État.
C'est pourquoi il est proposé au conseil municipal d'approuver le rapport numéro 8 de la commission locale d'évaluation des transferts de charges du 27 septembre 2022, tel que joint en annexe. Donc je suppose que vous l'avez lu et étudié. Avez-vous des remarques à faire sur la quête? Monsieur Capmarty. Donc, déjà, que comptez-vous faire du parking des 3 communes par rapport à sa destination précédemment définie? Alors, concernant donc la page 3 du rapport, sur le parking des 3 communes. Nous avions donc en 2005 transféré à la CAPV le parking des 3 communes pour un montant de 7 293,11 centimes. Aujourd'hui, il nous est redonné dans notre attribution de compensation 15 966,81, puisque c'est les coûts actuels de ce transfert, que ce soit pour la location, pour le nettoyage ou pour les points lumineux, les lampadaires. Voilà. Donc aujourd'hui, le parking appartient à Grand Paris Aménagement et il y a une opération qui va se faire sur toute cette entrée de ville, c'est-à-dire quand vous venez de la gare d'Épinay-Villetaneuse, toute l'entrée de ville jusqu'au carrefour des 3 communes, en allant jusqu'au parking. C'est ce que vous vouliez comme réponse, monsieur Capmarty? Écoutez, moi j'avais cru comprendre que ce parking était récupéré par la commune. Non, par Grand Paris Aménagement, par son propriétaire. Oui, Le locataire était la CAPV. oui. Donc, moi, je ne vais pas le louer pour ne rien en faire. Et on aurait pu en faire un Puisqu'il parking. y a un désordre pas possible sur ce parking dû aux habitants de la commune voisine qui habitent en face. Donc, voilà. Ça peut se réguler. Oui, comment? Avec les sous-effectifs de la police nationale, je ne vois pas comment. Non, avec des badges pour rentrer pour les gens de la commune uniquement. Non, mais bon, ils viennent aussi bien à pied, ils dealent, etc. Oui, mais ça, le deal, c'est autre chose. Ben oui, mais malheureusement, ça fait partie du bruit, du bruit qu'il y avait toutes les nuits sur ce parking, musique, crier fort, etc., et qui empêchait les personnes de dormir, les personnes qui travaillent de dormir. Monsieur Poulot. Et monsieur le maire, merci de m'avoir accueilli déjà. Et juste une question, vous Tout dites à fait normal. il y en a d'autres qui n'ont pas été accueillis comme moi, donc j'en suis Oui, mais fier. enfin, Voilà. ne vous comparez pas, s'il vous plaît. Je veux juste savoir, le Grand Paris, vous dites ça va devenir un espace vert, ça va devenir des bâtiments, ça va devenir quoi? Alors Non, ça va ce devenir parking, ça pourrait être quoi? des immeubles. Des immeubles. Parce que monsieur Capmarty parlait des parkings, il y a encore des commerces qui subissent depuis la fermeture de ce parking, puisqu'ils n'ont plus d'accès. Quand on veut aller à la boulangerie, on n'a plus d'accès pour stationner. Vous apportez une solution à ces commerces? Alors, il y en a deux. Il y en a deux places de parking à l'entrée. Et on avait fait, bien évidemment, je n'ai pas fermé sur un coup de sang le parking, j'avais fait des comptages auparavant. Il n'y avait que 3 places qui tournaient dans la journée. Donc, moi je veux bien, mais bon, les gens viennent surtout en allant à la gare ou en repartant, ou en rentrant chez soi le soir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de passages à pied sur ce trottoir. Donc, comme je vous ai dit, je répète, donc tout est vendu, aussi bien les commerces que la maison ou le parking, et donc il se fera des petits immeubles, un petit immeuble de 4 étages, avec des commerces en rez-de-chaussée. Et il prendra le long de la voie ferrée, le long de la route de Saint-Leu, et le retour rue d'Épinay. Au centre, ce sera des espaces verts. Prévu pour quand tous ces travaux? Vous avez une date? Ah ben, c'est pas moi qui décide, hein, c'est les promoteurs. Donc il y a 2 promoteurs, ICAD et Nexity, qui sont à 50% sur cette opération. Après, il faut qu'ils déposent, là ils ont les promesses de vente, il faut qu'ils déposent les permis de construire, qu'ils soient instruits, qu'ils soient purgés. Non, ça, je sais. Ça ne commencera pas avant la fin de l'année 2023.
Vous aurez un choix, vous aurez un mot à dire sur l'esthétique des immeubles, par exemple, des choses comme Ah ça? oui, bien sûr. Ouais, voilà. Donc, Oui, ça là-dessus, oui. ouais, ok. Bah, déjà sur les hauteurs, j'ai dit, il n'est pas question Ouais, bien sûr. de faire plus haut. Hein. Même en entrée de ville, comme ça, non. Ah, Il parce faut que quelque chose qui soit harmonieux, parce qu'aujourd'hui, voilà. quand on arrive, c'est quand même une entrée de département et une entrée de ville, c'est pas très joli. Comme vous avez l'air de dire qu'à Deuil, il y a les méchants, puisque ça gênait sur le Bah, parking, ils seront toujours là. Hein. faudra peut-être avoir la même esthétique que ceux de Deuil, quoi. C'est pas que des voyous, Oh non, d'ailleurs. j'espère qu'ils seront mieux. Ah, ils seront mieux. Ah oui, non. Ah, vous pensez être meilleur? Non. Ah bon, je préfère. Mais j'essaye d'influencer les promoteurs pour que ce soit plus joli. Eh ben, on verra ça quand ça sera fait. On verra. On verra, on verra. Mais là-dessus, on n'est pas maître de tout. Hein. D'autres. Monsieur Bocara. Même sur le choix des commerces, ou c'est les mêmes qui vont revenir? Non, je ne sais pas. Ça, c'est après. Je ne serai pas propriétaire des commerces, même si j'aurai mon mot à dire quand même, j'espère. Il y aura une brasserie, hein, ça, c'est certain. Qui remplacera celui-là. Il y aura bien évidemment une boulangerie. Hein, et après, j'espère qu'il y aura des commerces un peu plus valorisants que ceux qui y sont aujourd'hui. Oui, c'est ça. Vous aurez un choix sur le... Voilà. Il y aura peut-être une pharmacie. Peut-être, Ah, ça serait bien. peut-être, puisque il n'y a que 2 pharmacies maintenant à Montmagny, donc une troisième, pourquoi pas, parce qu'on ne peut pas les mettre l'une à côté de l'autre. Donc, Oui, non, mais c'est à Deuil. Hein. ça donne. Ah oui, il y a celle également à la gare, sur Épinay. Oui, mais bon, elle n'est pas tout près. Elle est celle de Deuil-la-Barre, elle est quand même à la Galatée, hein, sur place de la Nation. Donc il y a quand même suffisamment pour implanter de pharmacies, s'il y a des preneurs. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Monsieur Capmarty. En 2022, donc, la contribution de Montmagny diminue de 113 000 par rapport à 2021. À part le parking, où se trouve cette diminution? Alors non, parce que le parking fait augmenter. Lorsque nous avons transféré le parking en 2005, on nous a retiré de notre attribution de compensation 7200 et quelques euros. Et aujourd'hui, on nous redonne dans notre attribution de compensation 15 966,80. D'accord. Alors dans l'attribution de compensation, qu'est-ce qui est enlevé? Il est enlevé principalement les polices municipales. Donc vous pouvez voir le coût de la police municipale de 2021, puisque c'est en année N-1, qui est de 403 563 euros, page 7,14. Hein. Donc ça se décompose dans la masse salariale, mais également le renfort communautaire diminué si on donne plus que l'on ne demande de renforts de policiers municipaux pour les manifestations communautaires. Également l'assurance statutaire des agents, la formation à l'armement et à la psychologie pour 11 597,50, les frais de gestion pour 20 440 et les véhicules 9 808 euros, ainsi que les investissements, les lunettes radar, etc., pour 2 974,20. Alors, après, il y a également la vidéoprotection, la page suivante, page 8. À chaque fois que l'on déplace une caméra, ça nous coûte 513,78 euros hors taxe. C'est donc, on a eu 2 déplacements cette année, une à l'Écarpeau et l'autre rue Guinemer pour le lycée. Voilà, donc c'est 1027,56 euros. Il y a également les 5 943 euros des bibliothèques. Et donc ça nous donne le tableau récapitulatif en page 12, où on a l'attribution de compensation de 2021, 424 367,80, auquel on va enlever les 281 580,37 des polices de l'année dernière, puisqu'on les avait enlevés l'année dernière, il faut les rajouter, pour enlever le coût des polices de cette année, 410 533,70, avec les 15 966,80
du parking, on arrive donc à une attribution de compensation de 641 118,35 pour l'année 2022. Voilà. D'accord, j'ai compris. S'il n'y a plus de questions, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vous remercie. Le point 9, c'est l'approbation de la convention territoriale globale avec la Caisse d'allocation familiale afin de pérenniser et d'optimiser l'offre de services existante et développer des actions nouvelles couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. Alors, à l'issue du contrat enfance et jeunesse échu le 31 décembre 2021, la Caisse d'allocation familiale du Val d'Oise et la commune souhaitent renforcer leur action afin de répondre à des objectifs partagés et déclinés au regard des besoins des familles manimontoises. La CTG est une démarche stratégique partenariale avec les collectivités territoriales d'une durée de 5 ans, qui a pour vocation de partager une vision globale du territoire et de repérer les enjeux en faveur des habitants pour le maintien et le développement des services aux familles et la mise en place de toute action favorable aux allocataires dans leur ensemble. Ce projet est établi à partir d'un diagnostic qui a été réalisé conjointement avec les acteurs de terrain et la CAF sur différentes thématiques prioritaires dans le cadre de notre politique familiale et sociale. La petite enfance, la parentalité, l'enfance-jeunesse, l'animation de la vie sociale, l'insertion accès aux droits et l'inclusion numérique, afin d'identifier les besoins prioritaires dans la commune, de définir les champs d'intervention à privilégier au regard de l'écart offre-besoin, de pérenniser et d'optimiser l'offre de services existante, de développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins identifiés, et enfin de prétendre à un soutien financier avec le bonus territoire CTG qui se substitue au financement du contrat enfance-jeunesse et qui vient en complément des prestations de services versées. L'annexe 3 de la présente convention précise le plan d'action pluriannuel de la CTG. Il est constitué des fiches actions programmées sur les 5 années à venir, ainsi que des critères d'évaluation retenus. Les actions choisies sont en lien avec les enjeux identifiés dans le cadre d'un diagnostic partagé. Le CTG définit et encadre les modalités d'intervention des deux parties. Il est proposé donc au conseil municipal d'approuver la convention territoriale globale avec la CAF telle que jointe en annexe. Avez-vous des remarques à formuler sur cette convention territoriale? Monsieur Cap-Marty. J'ai une intervention un peu longue. Donc, mon intervention portera sur 3 points: les données démographiques et socio-économiques de notre ville, le plan d'action proposé et notre position. Les données démographiques et socio-économiques confirment ce que nous constatons dans nos quartiers et dans nos cités. Une bonne partie de la population de notre ville est en difficulté et celle-ci ne se réduit pas, mais au contraire s'aggrave. La population concernée par les aides sociales est durement touchée par le chômage, plus élevé que sur les autres villes du Val d'Oise. Le chômage des jeunes 15-24 ans touche 28% d'entre eux et plus de 12% des plus âgés, 25-64 ans. Rappelons qu'au niveau national, Pôle emploi recense 16,3% seulement par rapport à nous de jeunes au chômage et 7,4% des plus âgés. Donc on est largement au-dessus. Les ressources financières dont disposent les foyers de notre ville sont faibles, là aussi plus faibles qu'ailleurs dans le Val d'Oise. Selon l'INSEE, le revenu fiscal moyen des Manimontois est de 24 241 contre 34 450 pour Plaine-Vallée et 28 000 pour le Val d'Oise. Selon la CAF, le revenu médian des allocataires est de 1 253 €. En matière de logement, un peu plus de 20% des Manimontois sont logés dans des logements sociaux, alors que la loi SRU fixe le taux de 25% d'ici 2025. Et selon la CAF, le taux d'effort supérieur financier à 30% pour se loger concerne 25,5% des allocataires, qui dépensent donc plus de 30% pour se loger. La chute de la natalité sur notre commune est spectaculaire puisqu'elle se traduit par une baisse de plus de 17% en 4 ans. En quelques mots, le chômage élevé, les bas salaires, la cherté des logements et des loyers et l'insuffisance de logements sociaux accablent nos concitoyens. Que prévoit de faire la Convention territoriale globale? Les plans d'action proposés dans cette convention territoriale sont louables quant à leurs intentions et pourront apporter ici ou là quelques améliorations, mais en aucun cas
Ils ne sont de nature à renverser la vapeur et à permettre à chacun de vivre dignement avec un emploi bien rémunéré, un logement confortable et au loyer modéré. Au regard de la situation décrite, 4 axes doivent être développés. Une politique de l'emploi ambitieuse doit être mise en place tant au niveau communal que régional. C'est pourquoi nous sommes attentifs au pourvoi de tous les postes au sein de notre commune, tout comme nous défendons la proposition du développement des services publics avec l'accroissement des emplois dans la santé, l'éducation, l'énergie et les transports. La relocalisation des productions parties en Asie ou ailleurs ne permettrait-elle pas à notre communauté d'agglomération ou à notre département de proposer des emplois qui font tant défaut aujourd'hui? La réduction du temps de travail à 32 heures et la retraite à 60 ans ne permettrait-elle pas de résorber le chômage des plus jeunes et des plus âgés? Plus globalement, ne faudrait-il pas aller vers une sécurité emploi-formation qui garantirait à tous un emploi et une formation rémunérée tout au long de la vie, c'est-à-dire de créer un système aussi révolutionnaire que la sécurité sociale proposée par le CNR, le vrai de 1944, et mis en œuvre par le ministre communiste Ambroise Croizat en 1945. À cette politique de l'emploi doit s'associer la revalorisation des salaires, des pensions et des minima sociaux. Les indécents profits spéculatifs des entreprises de la pétrochimie, de la pharmacie, des transports maritimes, de l'alimentation et du luxe montrent que les richesses produites par les salariés peuvent et doivent être réparties différemment en rémunérant le travail et non pas la rente et les fortunes. Le logement social doit se développer et atteindre les objectifs fixés par la loi SRU, à savoir 25% en 2025. Je rappelle que nous avons proposé que la moitié des logements du nouveau quartier de la Plante des Champs soient des logements sociaux. Pour aider à la garde des jeunes enfants, la création de nouvelles crèches s'impose avec un chômage réduit, de meilleures ressources financières et des frais de logement, loyer ou mensualité plus faibles. La natalité pourrait retrouver un niveau antérieur. Alors, au niveau des nombres de logements sociaux, il y en avait 26%. Donc je ne sais pas, vous avez vu le chiffre Oui, de 21. c'est- Il y en a 26, donc on est au-delà des 25% que l'on doit atteindre, je crois, en 2025. oui, c'est ce que je pensais, mais le collègue qui a trouvé ce chiffre-là, il a dû le trouver de façon générale et pas particulière Non, pour non, Montmagny. je vous confirme, on a été notifié il y a quelques jours pour faire le point, on est bien à 26,4, je crois. C'est bien. Et puisqu'on en parlait à l'instant de ce qui allait se construire aux 3 communes, on fera 30% de logements sociaux de façon à garder ce pourcentage et ne pas perdre, bien évidemment, les dotations dont on a absolument besoin. Vous parlez de la baisse de la natalité. Alors c'est vrai que également ce chiffre m'a interpellé, mais quand vous lisez le nombre d'enfants de 0 à 2 ans, il est en augmentation très très forte par rapport aux autres. Donc je ne vois pas comment ils arrivent à 2 ans sans être passés par la case natalité. Après, vous me parlez des retraites à 60 ans. Bon, ça c'est un débat plutôt général. Moi je veux bien, mais bon, ce que je constate avec le CCAS, c'est plutôt les gens qui ont des petites retraites. Alors c'est bien d'être à la retraite à 60 ans, et si vous n'avez pas de quoi vivre, je ne vois pas l'intérêt. Donc je pense qu'il faut voir de quoi vivre avec la retraite, tout Pardon ? simplement. Je dis pourquoi il n'aurait pas de quoi vivre avec une retraite, même bah à 60 oui, ans. Aujourd'hui, malheureusement, pour beaucoup de personnes, et pas qu'à Montmagny, ce n'est pas le cas. Merci pour le malheureusement. Bah oui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Au niveau des places en crèche, oui, vous faites une bonne remarque, puisque le permis de construire a été délivré, c'est purgé, donc ça devrait commencer en fin d'année ou en début d'année 2023. Donc la construction, je ne sais plus combien de places, Bacta, une trentaine, mais dont 21 au départ pour la ville. Hein. Donc ça serait au PTM. Sur le Et parc la technologique. demande est on va satisfaire la demande ou il en manquera encore? Bah, il en manquera encore, mais dans l'écoquartier, il est également prévu des places de crèche. Hein. Donc voilà, on fait le nécessaire, mais de toute façon, dans toutes les villes, on manque de places de crèche. Hein.
Donc là, on va essayer, bien évidemment, d'y pallier sur les constructions que l'on va faire. Mais voilà. D'autres remarques sur ce CTG, cette convention? Donc l'intérêt de cette convention, c'est qu'on est assuré, je vais chercher la page 21, on est assuré donc de toucher de la CAF 1 436 745 €, le chiffre est tout en bas, voilà, sur cette période de 2022-2026. Voilà tout l'intérêt. Alors bien évidemment, on a mis des fiches actions. Il y aura bien évidemment des points intermédiaires pour voir avec la CAF où nous en sommes dans l'élaboration de ces fiches actions. Voilà, donc avant de passer au vote, je tiens à remercier Madame Sophie Perros, la directrice de la petite enfance, pour son investissement dans ce dossier que je lui ai donné, avec un temps contraint, puisque normalement ça aurait dû commencer en début d'année, elle l'a pris en cours de route au mois d'avril, ainsi que sa collaboratrice, mais également l'aide apportée pour la rédaction des fiches actions par tous les services, et notamment le service jeunesse, le service jeunesse et sport, le CCAS, le centre social et l'informatique, puisqu'il y a le développement du Wi-Fi dans les bâtiments publics, dans tous les bâtiments publics. Je passe au vote. Qui est contre? Alors, M. Cap-Marty, M. Bocara, Mme Ezélis et M. Poulot. 4 contre. Qui s'abstient? Alors, s'abstient M. Mention, Mme Bonino et Mme Adrien Solo. Voilà. Le point 10. Revalorisation des tarifs des cimetières. Monsieur Bernard Narboni. Merci, Monsieur le maire. La concession funéraire est définie à l'article L. 2223-13 du Code général des collectivités territoriales, qui dispose que, lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession funéraire peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le cimetière. La concession est accordée aux bénéficiaires moyennant le paiement d'une redevance dont le tarif est fixé par le conseil municipal en fonction de sa taille et de sa durée. La commune, pour envisager la revalorisation des tarifs dans ce domaine, a mené en 2018 une étude comparative des tarifs pratiqués par les communes avoisinantes et a constaté que les montants des redevances de la commune sont nettement inférieurs à ceux facturés par les villes aux alentours. Ainsi, pour permettre l'entretien des cimetières et continuer à offrir un service de qualité, il est proposé de revaloriser les dits tarifs de 5%, arrondis à l'euro comme détaillé ci-dessous, à compter du 1er janvier 2023. Et en dessous, vous avez le tableau. Avez-vous des questions, Monsieur Cap-Marty? Donc simplement, pourquoi le columbarium est 3 fois plus cher que la concession pour 15 ans? J'ai pris le chiffre de 15 ans. Pour quelle raison? Ben, je sais pas, quand on avait mis le tarif au démarrage, la construction du columbarium, je ne me rappelle plus. Ça remonte à quelques années. Les cases sont beaucoup plus petites, on prend beaucoup moins de place. Tout à fait. Et c'est plus cher, 3 fois plus cher. Il n'y a pas d'entretien. Il n'y a pas d'entretien. Bon, c'est sûr que oui. Oui, il a fallu l'acheter. Il faut l'acheter, mais bon, il y a un terrain qui est occupé moins. Bon, j'essaierai de savoir l'explication, parce que c'est vrai. Et je pense que c'est historique. D'autres remarques? Monsieur Laurent Poulot. Oui, vous dites dans votre exposé que les redevances de la commune sont nettement inférieures. Tout à fait. À combien de pourcents? Bah, par exemple, j'ai pris une autre commune, pour 15 ans, c'est 174.
alors que nous, c'est 119. 30 ans, c'est 419, nous, c'est 335. Et 50 ans, c'est 1006, nous, c'est 833, voilà, par exemple. Mais sur les communes autour, on est moins cher que tout le monde. Enfin, pour l'avoir pris pas si longtemps, hein, Tout à fait. je peux vous dire que la mort, ça coûte cher. Oui. Et là, on augmente encore ce coût-là. Bon, enfin, Je comprends qu'on se mette c'est tout pas ça. nous qui sommes les plus chers. Hein. Ouais, non, mais quel que soit, là où on meurt, on s'en fout. Là, nous c'est à Montmagny, on est à Montmagny, là, on parle de Montmagny. Là, je vous ai demandé la comparaison entre des villes. Moi, je vous dis, la mort, ça coûte cher. Tout à fait. Et d'augmenter les prix, pour déjà, les gens sont dans la peine, dans la douleur, et on rajoute encore au porte-monnaie, quoi. Oui, on rajoute 119 € à combien? 10 000. Oui, mais bon. C'est pas le plus cher. Et il y a de plus en plus d'entretien, de désherbage, puisqu'on ne peut plus utiliser les produits. Donc il faut de plus en plus de personnel pour que Moi, les je voudrais en cimetières profiter. soient propres. Si vous me le permettez, je voudrais en profiter pour remercier les 2 personnes qui sont au cimetière, Eric Lio et puis je ne sais plus, qui font un travail, Tout à fait. je dois l'avouer, très bien. Ils sont consciencieux Tout à et étant touchés il n'y a pas si longtemps, près des gens et à l'écoute. Donc je voudrais voilà, les mettre à l'honneur. C'est vrai, vous avez raison, parce qu'on ne le fait pas assez. Monsieur Bocara. Oui, monsieur le maire. Pourquoi on a des tranches comme ça chez nous, 10, 15, 30, 50? On n'est pas, par exemple, comme sur les cimetières parisiens, 30 ou perpétuité. C'est pas Perpétuité, ça c'est n'existe 99 plus. ans. Ça Oui, existe c'est plus. 99 ans. Non, pas plus de 50. Si, c'est 30 ans ou 99 ans. Avant, Parce avant, que- mais maintenant, non. Ben si, nous, on a renouvelé une pierre tombale, on l'a renouvelée pour 99 ans. Bon, c'est vrai que les prix, ça n'a rien à voir. Mais pourquoi nous, on a des tranches 10, 15 trucs, on n'a pas comme les cimetières parisiens 30 ou 99? Bah, ça, non, alors, C'est- je vous dis au-dessus de 50, c'est non. Donc on aurait pu faire 15, 50. Bon, on décide d'en faire 3. Oui, d'accord, voilà, c'est ça, c'est pas une obligation. On peut faire ce qu'on veut. Ah oui, d'accord, ok. C'est classique. 15, 30, 50, c'est classique. Je mets au vote qui est contre. Alors, monsieur Poulot est contre. Barbara Zélis et Alain Bocara. Qui s'abstient? Merci, le reste pour. Je passe au point suivant, le point 11. Recensement de la population, désignation d'un coordonnateur adjoint et autorisation de recourir à 3 personnels non titulaires occasionnels pour l'enquête de recensement de l'année 2023. Ça, c'est une délibération que l'on passe chaque année. Monsieur Bernard Narbody, c'est à vous. La période de l'enquête de recensement de la population débute le 19 janvier pour se terminer le 25 février 2023. Le superviseur de l'INSEE indiquera les échantillons d'adresses concernés par le recensement. Aussi, il convient de procéder à la désignation d'un coordonnateur de l'enquête, de son adjoint et de recourir à 3 personnels non titulaires pour accomplir les missions dévolues aux agents recenseurs. Le coordonnateur de l'enquête est l'interlocuteur de l'INSEE pendant la dite période de recensement. Il met en place la logistique, la communication relative au recensement et assure l'encadrement des agents recenseurs. Le coordonnateur est un agent communal désigné par arrêté de Monsieur le maire, car il peut participer à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement. Il est déchargé de ses fonctions à hauteur de 50% de son temps de travail pour assurer cette mission et il gardera sa rémunération usuelle. Les agents recenseurs, au nombre de 3, doivent, quant à eux, posséder certaines qualités, notamment un niveau suffisant d'études, être dotés d'une moralité, être neutres et discrets. Ils doivent également respecter le secret professionnel et veiller à la stricte confidentialité des données qu'ils recueillent. Ils sont chargés de remplir les feuilles de logement recensant les caractéristiques du logement. Pour cette mission, ils perçoivent 2,50 € net par feuille de logement remplie. De plus, ils ont pour mission de remplir les bulletins individuels qui répertorient les personnes habitant le logement, avec indication d'éléments comme l'état civil des personnes occupant le logement, leur situation professionnelle, entre autres. Pour cette tâche, ils sont rémunérés 1 € net par bulletin individuel rempli,
En parallèle, ils bénéficient d'une indemnité carburant pour leur déplacement, compte tenu de leur fonction itinérante, dont le montant est de 77 € net par agent pour la période de recensement. C'est pourquoi il est proposé au Conseil municipal de désigner un agent communal en qualité de coordonnateur de l'enquête et de le décharger d'une partie de ses fonctions à hauteur de 50% de son temps de travail pour assurer cette mission, cet agent gardant sa rémunération usuelle. De désigner un agent communal en qualité de coordonnateur adjoint de l'enquête, d'autoriser le recours à 3 personnels non titulaires occasionnels à temps complet, grade de référence adjoint administratif de 2e classe au premier échelon, du 19 janvier 2023 au 25 février 2023. De fixer la rémunération à 2,50 € net par feuille de logement remplie, 1 € par bulletin individuel rempli et l'indemnité de carburant, indemnité pour fonction itinérante, à 77 € net pour la période du 19 janvier 2023 au 25 février 2023, de prendre acte que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de la commune. Merci. Des questions, Madame Andréa-Lassolo? Qu'est-ce que vous entendez par niveau suffisant d'études et comment vous jugez le fait qu'il soit doté d'une moralité? Écoutez, le niveau d'études, si vous savez lire et écrire, c'est déjà pas mal pour remplir les fiches. Et après, la moralité, eh bien, à partir du moment où c'est du personnel communal, je peux juger en toute connaissance de cause de la moralité des personnes que j'ai désignées. J'aimerais quand même rappeler, et c'est rappelé dans la note, qu'il y a une confidentialité. Elles ne servent que pour l'INSEE, ce n'est pas quelque chose qui est à la police, au flicage, etc. Car beaucoup ne veulent pas remplir ce genre de fiches parce qu'ils ont peur. Or, quel est l'intérêt de bien remplir ces fiches? C'est que ça va désigner le nombre d'habitants de la commune de Montmagny. Et à partir du nombre d'habitants de la commune de Montmagny, on a des attributions, des dotations de l'État en fonction du nombre de la population. Donc ça a une importance très importante, c'est très important plutôt, d'avoir un chiffre le plus près possible de la population. Monsieur Capmarty. Donc en fait, c'est l'ensemble de la commune qui est... Non, c'est un 8e. D'accord. Chaque année. Chaque année. Monsieur Poulot. Il n'y a pas si longtemps, les recenseurs, enfin ceux qui faisaient, c'était des jeunes qui n'étaient pas obligatoirement du personnel communal, qui allaient chez les gens pour recenser, distribuer. Vous prenez plus de jeunes, enfin on n'a plus le droit, je ne sais pas. J'ai des volontaires qui le font depuis de nombreuses années. Je ne vois pas pourquoi je vais leur dire vous ne le faites pas cette année parce que je vais prendre des gens plus jeunes, vous êtes trop vieux. Non, j'ai du pas dit moment où ils le font bien, parce qu'il faut quand même que ce soit avant, c'était des jeunes qu'on aidait. Bien fait. C'était des jeunes qu'on aidait, ça leur faisait leur argent, des Oui. jeunes qui sont peut-être à l'école ou quoi que ce soit, qui ont peut-être Voilà, besoin de ces 2,50 €. Il faut des gens qui connaissent bien la ville et autres. Donc on les a, ça fait de nombreuses années qu'ils le font. Je n'ai aucune raison de changer. Voilà. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vous remercie. Le point 12, l'adhésion au CIGEF de la communauté d'agglomération Val-Parisis au titre de la compétence infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Mme Mireille Bellatar. Merci, monsieur le maire. Depuis début 2019, le syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France, le CIGEF, propose aux collectivités de prendre en charge le déploiement et l'exploitation d'un réseau d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Ce réseau, qui compte à ce jour près de 700 points de recharge et 9000 recharges mensuelles, poursuit son développement territorial et sa densification. 74 communes font aujourd'hui confiance au CIGEF pour assurer cette mission en lui ayant transféré leurs compétences en matière d'IRV. Une nouvelle collectivité du Val d'Oise entend aujourd'hui rejoindre le syndicat et la mobilité propre, la communauté d'agglomération Val-Parisis. Le comité du CIGEF a autorisé cette adhésion par délibération de son comité du 27 juin dernier. Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, la délibération du CIGEF a été notifiée à chacune des collectivités adhérentes au syndicat par courrier en date du 11 juillet, reçu en mairie de Montmagny le 13 juillet.
À partir de cette dernière date, la commune dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur cette affaire. C'est pourquoi il est proposé au conseil municipal de délibérer sur l'adhésion du SIGEF de la communauté d'agglomération Valparisis au titre de la compétence infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Avez-vous des remarques? Monsieur Boucara. Oui, monsieur le maire. On aura combien d'emplacements et comment on pourra réguler les emplacements? Non, attendez, c'est pas la question. La question là, c'est la communauté d'agglomération Valparisis. Les recharges de voitures. Donc c'est pas du tout c'est l'ordre une du adhésion. jour. Qui est contre? Ah d'accord. Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Je vous rappelle une nouvelle fois que l'ordre du jour est établi par le maire et uniquement le maire. Question suivante, question 13. Madame Mireille Bellatar. Merci, monsieur le maire. Alors, depuis 2019, le syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité, donc je viens de vous lire un petit peu la même chose à l'instant. Donc là, c'est aussi conformément, c'est une nouvelle collectivité du Val d'Oise qui entend aujourd'hui rejoindre le syndicat de la mobilité propre, la communauté de communes de la vallée de l'Oise et des Trois-Forêts. Le comité du SIGEF a autorisé cette adhésion par délibération donc, du 27 juin et conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, la délibération du SIGEF a été notifiée à chacune des collectivités adhérentes au syndicat par courrier en date du 11 juillet reçu en mairie et de Montmagny le 13 juillet. À partir de cette dernière date, la commune dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur cette affaire. C'est pourquoi il est proposé au conseil municipal de délibérer sur l'adhésion au SIGEF de la communauté de communes de la vallée de l'Oise et des Trois-Forêts, au titre de la compétence infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Merci Mme Bellatar. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vous remercie. Le point 14, c'est les décisions du maire prises dans le cadre de ces délégations. Avez-vous des remarques à faire sur ces décisions plutôt? Monsieur Cap-Marty. Oui, donc pour le point 78, l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le PLU, cette modification ne peut pas être réalisée par le service. Ah non, une révision du PLU, non. Non, non, trop technique. D'accord. Donc s'il n'y a pas d'autres remarques, je vous demande d'en prendre acte. Alors, nous arrivons aux informations. Alors, on va faire un petit point sur les procédures, puisqu'il y en a encore quelques-unes en cours. J'étais donc à l'audience du 3 juin 2022 contre M. Luc-Éric Krief et le dossier avait été reporté. Et en sortant de l'audience, bien évidemment, nous sommes salués avec M. Krief, et l'avocat est venu me demander si je voulais arrêter l'affaire, puisque bon, c'était une ancienne affaire qui datait des élections. C'est vrai qu'au moment des élections, on a des fois la parole qui dépasse la pensée, et donc je lui ai dit oui, il n'y a pas de souci, on a toujours eu de bonnes relations entre nous, c'est une personne que je connais et qui est honorable, donc je lui ai dit, écoute, si vous faites une lettre que je lirai en conseil municipal, ok, j'arrête la procédure, ça sera d'ailleurs moins onéreux pour les finances de la commune. C'est donc ce qui a été fait. Je vais vous lire le courrier de M. Luc-Éric Krief. Je tiens à faire amende honorable à Patrick Floquet, maire de Montmagny, et à Alexandre Buguet, son directeur de cabinet. Lors d'un conseil municipal auquel j'intervenais en qualité de conseiller municipal d'opposition, puisque ma délégation en tant que maire adjoint m'avait été retirée par M. Floquet en sa qualité de maire de la ville. J'ai interrogé le maire sur plusieurs sujets, les modalités d'acquisition d'un bien immobilier suite à la rénovation du centre-ville,
l'interprétation du PLU et plus particulièrement sur les modalités d'installation refusées à un entrepreneur dans le cadre de la création d'une salle de sport dédiée à un public féminin. Et enfin, le fait que son directeur de cabinet a pu éventuellement dénoncer le dit entrepreneur comme étant fiché S par la préfecture lors d'un échange avec l'avocat de cette personne, comme si on connaissait les fichiers S qui sont sur notre commune. Alors, les réponses que j'ai obtenues à ces questions posées lors du conseil municipal ne m'ont pas convenu. Cela étant, je peux comprendre que ces questions pouvaient mettre en doute l'intégrité des personnes concernées, compte tenu que j'avais initialement travaillé pour elles pendant 4 années en tant qu'adjoint en charge de l'économie, de l'emploi et de la politique de la ville. Mes questions étaient probablement source à polémique, inutiles selon les réponses qui avaient été données. D'autre part, en ayant relayé mes questions sur la page Facebook de l'association politique que j'avais créée pour porter ma candidature au poste de maire aux élections 2020, j'ai pu probablement susciter des interrogations qui ont amené le maire et son directeur de cabinet à engager une procédure judiciaire à mon encontre auprès du tribunal judiciaire de Pontoise. En raison de mon retrait définitif de la vie politique et de mon souhait de quitter dans les prochains mois Montmagny, je souhaite présenter mes excuses et faire amende honorable auprès de Monsieur le maire et de son directeur de cabinet pour tout ce que cela a pu engendrer. Bien évidemment, cette lettre est établie dans un souci d'apaisement et prend en ligne de compte les relations amicales et chaleureuses que nous avions développées durant nos 4 années de collaboration au sein de la mairie. Cette lettre pourrait être circularisée sur les réseaux sociaux, sur tous les supports de la presse locale et devra être portée à la connaissance du conseil municipal, ce que je viens de faire. Voilà pour la première information concernant les problèmes judiciaires que l'on peut avoir avec chacun d'entre vous, surtout un certain groupe d'opposition. Deuxième, c'était une procédure qui était intentée contre moi suite à une décision que j'avais prise en conseil municipal le 1er octobre 2020. Alors, le groupe d'opposition municipale de Montmagny-Notre-Ville avait donc interpellé le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Voilà donc le résultat. Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020, le groupe d'opposition municipale de Montmagny-Notre-Ville demande au tribunal d'annuler la décision du maire de Montmagny refusant l'entrée à la mairie de Raouf Bacca, d'annuler la décision du maire de Montmagny de refuser à l'intéressé une boîte aux lettres, et troisièmement, d'enjoindre au maire de Montmagny de laisser M. Bacca exercer son mandat de conseiller municipal et de rester correct avec les élus d'opposition, comme si je ne l'étais pas. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Montmagny, représentée par son maire ayant pour avocat Maître Drey, conclut au rejet de la requête comme irrecevable et mal fondée. Alors, considérant ce qui suit, premièrement, au terme de l'article R 222-1 du Code de justice administrative, les présidents de formation du jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Deuxièmement, au terme de l'article R 421-1 du Code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les 2 mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Enfin, troisièmement, en premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne confère au groupe d'élus la personnalité juridique. Par suite, la requête qui a été présentée au nom du groupe d'opposition municipale Montmagny-Notre-Ville et non au nom propre de l'un ou l'autre des conseillers municipaux le composant est manifestement irrecevable. Quatrièmement, en deuxième lieu, à supposer que M. Bacca, membre du groupe, puisse être regardé comme ayant signé en son propre nom la demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2016, par laquelle le maire de la commune de Montmagny lui a interdit l'accès à certains locaux municipaux jusqu'au 1er janvier 2017, cette demande est manifestement tardive. En outre, la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision verbale prise par le maire lors du conseil municipal du 1er octobre 2020 de ne pas lui accorder de boîte aux lettres à la mairie et de lui adresser les documents à son domicile n'est assortie d'aucun moyen de droit, la requête se bornant à faire état des dissensions au sein du conseil municipal.
Enfin, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration à titre principal. Par suite, sont irrecevables les conclusions à la portée au surplus imprécise, tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Montmagny de laisser M. Bacca exercer son mandat de conseiller municipal et de rester correct avec les élus de l'opposition. Cinquièmement, il résulte de tout ce qui précède que la requête du groupe d'opposition municipale Montmagny-Notre-Ville ne peut être que rejetée. Voilà qui met fin, sauf appel, à cette procédure. Qu'y a-t-il? Ah oui, juste, monsieur le maire, qui a signé Montmagny-Notre-Ville? Attendez, je viens de lire le... Montmagny-Notre-Ville n'existe pas légalement, donc comment ils ont pu vous attaquer? Ah bah, j'en sais rien, moi. Ben, je sais pas, moi. C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Ben non, mais ça n'existe pas, Montmagny-Notre-Ville. Donc comment ils peuvent vous attaquer au tribunal si c'est pas une personne physique? Eh bien, c'est pour ça que ça a été rejeté, si vous avez bien écouté. Oui, En donc partie. ben, vous avez dû constater vous-même, puisque vous avez fait la même erreur. Vous aussi, votre demande Oui, avait mais été enfin, rejetée. on s'est repris dans les temps, puisqu'on était encore dans les délais, Non, mais bien sûr. malheureusement pour votre Non, mais femme. vous avez fait... Non, heureusement plutôt. Non, mais vous Eh ben, avez comme fait vous la voulez, même elle erreur, avait mais qu'à c'est pas le démissionner, problème. alors. Mais comment pouvez-vous être attaqué par quelqu'un qui n'existe pas? Bah voilà, Que M. Baccarat vous attaque, c'est un fait. Mais Montmagny-Notre-Ville, ça n'existe pas. Baccarat, qui c'est? Baccarat. Ah, Oui. Que lui vous attaque, c'est une chose. Mais Montmagny-Notre-Ville, il n'existe pas. et ben voilà. Et qui a signé la procédure pour Montmagny-Notre-Ville sur votre document? Vous étiez rien. représenté par qui? J'en sais... Bah, vous étiez signataire. Moi, j'étais Bah, signataire. bien sûr. Je voudrais bien que vous me montriez. Bah, oui, je vais vous vous le connaissez, montrer. non, mais c'est bien, vous connaissez ma vie privée, vous savez que j'ai signé. Mais c'est Vous extraordinaire. êtes un homme tellement Mais je comprends intéressant. même pas qu'on vive pas Vous ensemble. êtes un homme tellement intéressant. Arrêtez de parler comme ça, ils vont croire qu'on vit ensemble. Montrez-moi un document que j'ai signé où je vous ai attaqué au tribunal au nom de Montmagny-Notre-Ville. Nous sous-signés, Madame Pascal Andriana Solo, Monsieur Raouf Bacca, Madame Muriel Belaïch, Monsieur Alain Bocara, Madame Jennifer Bonino, Monsieur Thierry Mention, composant le groupe d'opposition municipale de Montmagny, intitulé Montmagny-Notre-Ville, et seul groupe d'opposition. Voilà. Oui, mais vous avez ma signature. Et c'est Écoutez, ma femme. demandez à ceux Mais c'est daté de quand? qui l'ont fait. Hein. Non, mais c'est Moi, daté. c'est pas moi Mais je m'assigne pas tout seul. De quand? Fin 2020, mais on n'appartenait même plus. Bah si, 30 novembre 2021. Mais vous avez la signature de ces 5 personnes? Écoutez, on- Monsieur Bocara, il faudrait peut-être que vous sachiez ce que vous faites. Hein. Moi, Mais je ne sais rien. justement, Je je trouve n'ai que vous ne rien faites fait. pas. Moi, quand je fais un document, je signe. Là, ben, on n'a rien signé. Et bien donc poursuivez, Qui c'est suivez les gens qui vous ont emmené dans cette galère une fois de Non, plus. mais comment ils peuvent mettre nos noms sans Voilà. On n'a pas de carte d'identité. On Alors, n'a pas donné aucun document. Donc, C'est n'importe quoi. bah, vous faites n'importe quoi, oui, vous avez raison. Moi, je ne suis pas concerné par votre histoire. J'ai ni ma carte d'identité, ni ma femme, ni notre signature. Mais je ne sais pas d'où vous sortez ce truc-là. Eh ben, du tribunal administratif, hein. Moi, je ne vous ai pas attaqué au nom de mon mari. Ah, bah ça bien pour une fois, alors, bon. Ah là là, vous faites que ça. Alors, on va passer à un point d'information suivante. J'aimerais faire un petit appel, une petite correction, parce que, soi-disant, il y a une augmentation de la taxe foncière à Montmagny. Alors, depuis plus de 20 ans, les impôts, c'est-à-dire le taux de la commune, n'ont pas augmenté à Montmagny. Les communes n'ayant pas augmenté leur taux de taxe foncière depuis plus de 20 ans sont au nombre de 3 seulement dans le 95. C'est donc pas une mince affaire d'arriver à maintenir les taux pendant aussi longtemps, pendant 20 ans. Au vote du maintien du taux de la taxe foncière, en avril dernier, il y a eu 4 abstentions, sûrement 4 personnes qui souhaitaient avoir une augmentation des taux de la taxe foncière. Et 28 ont approuvé la non-augmentation des taux pour 2022, donc ils étaient au courant qu'il n'y avait pas d'augmentation, tel que M. Bocara, qui se répand quand même sur les réseaux sociaux pour dire l'inverse. Parce que là aussi, il ne comprend pas que c'est lui qui a écrit sur les réseaux sociaux. Et que c'est lui qui a voté pour la non-augmentation des impôts.
Il y a donc plusieurs façons. Vous êtes un comique. Il y a visiblement, c'est pour ça que c'est intéressant. Il y a plusieurs façons de lire sa feuille d'impôt. Je ne vous ai pas donné la parole. Bon, j'ai simplement relaté des faits qui sont réels. Il y a plusieurs façons de lire sa feuille d'impôt. Prendre le montant à payer et dire « ça a augmenté, c'est la faute du maire ». Ou essayer de comprendre, essayer d'écouter, vous allez peut-être comprendre. Ou essayer, je ne pense pas, mais on peut toujours espérer. Ou essayer de comprendre d'où vient l'augmentation et qui en est le responsable. C'est ce que je vais faire rapidement ce soir en essayant d'être clair. Il y avait donc en 2019 et 2020, il y avait 7 colonnes, et ces 7 colonnes avaient des taux différents et spécifiques à chacune des colonnes. Il y avait donc la commune, le syndicat des communes, l'intercommunalité, le département, la taxe spéciale, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe GEMAPI. Alors ces 7 taux différents s'appliquent à une base spécifique à votre logement et qui est déterminée au vu des déclarations faites lors de la construction par le propriétaire ou lors de travaux d'amélioration que vous effectuez chez vous. La base correspond en principe à la moitié du loyer annuel théorique du bien. Elle est censée tenir compte du marché locatif de la commune, de son degré de confort, de son environnement et de son état d'entretien. Mais elle a été établie en 1970 et n'a jamais été mise à jour, sauf pour tenir compte chaque année de l'inflation. La base est bien évidemment fixée par le centre des impôts. Les bases devraient être toutes revues et rectifiées d'ici 2026 par l'État pour une meilleure équité entre chacun, mais à enveloppe constante pour la commune. C'est-à-dire qu'il y en a qui auront leur base qui diminueront et d'autres qui l'augmenteront. Les bases évoluent chaque année pour tenir compte de l'inflation et cette évolution est décidée au moment du vote par la loi des finances, par le gouvernement, et identique pour toutes les villes de France. Sur les 20 dernières années, les bases de taxes foncières ont augmenté de 38%, alors que l'inflation durant cette même période a augmenté de 43%. Donc, une augmentation moins forte que l'inflation de 5 points et l'inflation que nous subissons fortement. Pour rappel, les bases ont augmenté ces 3 dernières années de 1,2% en 2020, 0,2% en 2021 et 3,4% en 2022. On entend parler de plus du double pour 2023. On verra ça donc lors de la loi des finances qui sera votée fin novembre, début décembre. La suppression de la taxe d'habitation a créé quelques changements importants et peu lisibles pour beaucoup, je veux bien l'admettre. Le taux de la commune et du département était respectivement entouré ici de 29,96 et de 17,18 pour le département. Les communes se sont vues en 2021 attribuer le taux de 2019 du département pour compenser la perte de taxe d'habitation. Et donc, on a eu, c'est en bas, pour 2021, l'addition des deux, donc département plus taux commune, 47,14, et suppression de la colonne du département. Donc, aucun changement pour les personnes qui paient la taxe foncière. Les taux votés par la commune n'ont donc pas augmenté, puisque sur la feuille d'impôt, donc, à partir de 2021, la colonne département a été supprimée. La deuxième colonne, c'est la colonne des syndicats. Il y a 3 syndicats à Montmagny qui sont rémunérés par cette colonne. Il s'agit du CIREG, de la piscine de Montmorency et du lycée Camille Saint-Saëns. Le coût de ces 3 syndicats est environ de 440 000 €. Ce coût est stable et avant, il était payé par la taxe d'habitation et par la taxe foncière. La taxe d'habitation ayant été supprimée, le coût est maintenant reporté entièrement sur la taxe foncière. C'est pour cela
que nous avons eu l'augmentation importante de 1,62 en 2020 et est passé en 2021 à 2,74. En 2022, encore une petite augmentation de 2,83. Il y en aura encore une petite en 2023, puisque les 20% de personnes qui payent encore la taxe d'habitation, voyant leur taxe diminuer de 35% chaque année, bien évidemment, les 35% qui étaient également sur les syndicats des communes n'existent plus et reportés donc sur la taxe foncière. Alors, pour les autres colonnes, elles ne concernent pas la ville de Montmagny. L'intercommunalité fixe depuis le début, elle n'a pas changé, 1,01. Donc pas de commentaire spécial non plus sur la taxe spéciale. Concernant la TOM, elle dépend du tri que chacun fait et également de la nouvelle taxe votée par le gouvernement et qui s'appelle la TGAP. C'est la taxe générale pour les activités polluantes. Chaque tonne de déchets enfouis, si on peut montrer le... était en 2019, donc, pour l'enfouissement de 18 €, en 2020 de 18 €, en 2020 30 €, en 2021 40 €, non plutôt 40 € en 2022, 51 en 2023 et 58 en 2024. Vous voyez la progression qui est faite. Pour ce qui est l'incinération, ça passe de 3 € en 2020 à 14 € en 2024. Donc des augmentations très importantes qui se sont répercutées puisqu'elles représentent 1 million pour le syndicat Émeraude, qui répercute bien évidemment sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. C'est pour ça qu'on a eu l'augmentation, sur le tableau, vous revenez au tableau précédent, l'augmentation importante sur la taxe foncière de la TOM. Alors, elle est passée de 7,83 à 8,40 et à 9,21 en 2021. Et cette année, elle est à 9,46, je crois, plus en bas. 9,46 ou 48, je ne vois pas bien. 46, donc j'avais raison. Donc elle augmentera encore, bien évidemment, en 2023 et en 2024, puisque la TGAP augmentera encore fortement sur ces années-là. Soit pour 2022, comme je vous l'ai dit, 1 million d'euros à régler en plus pour la TGAP. Ce coût ne dépend bien évidemment pas du maire. Enfin, la GEMAPI, appelée également taxe inondation, permet de financer la prévention des risques d'inondation, qui est d'actualité avec les changements climatiques. Pareil que pour l'explication pour les syndicats de communes, la GEMAPI était auparavant assise sur la taxe d'habitation et la taxe foncière. La taxe d'habitation étant supprimée, tout est reporté donc sur la taxe foncière. Donc, dans l'exemple que je vous ai donné, pour 2022, dans la colonne commune qui augmente de 38 € en 2022, tout en bas, c'est dû à l'inflation votée par les parlementaires. La colonne syndicat augmente de 4 €, c'est l'inflation et l'exonération de la taxe d'habitation, comme je vous l'ai dit. La colonne interco augmente de plus 1 € dû à l'inflation, les 3,4 des bases qui augmentent. La taxe spéciale diminue d'1 €. La TOM augmente de 14 € dû principalement à la TGAP. Et la taxe GEMAPI est constante pour cette année. Soit une augmentation de 56 € pour une base de 2 409 €. Et en bas de page, avec le recouvrement de l'impôt, cela fait 59 €. Si vous voulez savoir combien vous devez avoir d'augmentation, il suffit de prendre la base de votre bien, diminuer par 2 409 € et le multiplier par 59 € et vous aurez l'augmentation. Vous voyez donc que dans ces 59 € d'augmentation, il n'y a pas un seul euro qui a été décidé par le conseil municipal et qui revient à la commune. Voilà pour les explications, en espérant avoir été suffisamment clair. J'entends également dire que les impôts fonciers, troisième slide,
sont élevés à... Pardon? Sont élevés à Montmagny, mais il n'en est rien, puisque sur le document donc, que nous venons de recevoir des finances publiques, en page 8, vous voyez que le produit à Montmagny par habitant que la commune touche est de 486 €, alors qu'elle est de 524 € dans le département et 594 € en Île-de-France et 537 au niveau national. Voilà. Merci pour votre attention, pour avoir écouté jusqu'au bout mes explications. Monsieur Boccarin. Monsieur le maire, faudrait dire à la personne qui me surveille 24 heures sur 24, il faut le virer. Il a de gros problèmes en français. Hein. Moi, j'ai simplement posé une question. J'ai rien dit. Il y a eu un post Facebook sur un site, les sites de la ville, qui disait, ça a commencé par une personne qui a dit que la taxe a vachement augmenté à Montmagny. 1, 2, 3, 30, 40, 50. Moi, j'ai simplement dit, je ne comprends pas ce que vous dites, puisque le maire affirme en conseil municipal que l'augmentation n'a jamais eu lieu à Montmagny. Il n'y a pas eu d'augmentation. Et vous l'aviez voté. Mais attendez, laissez-moi finir. Je dis que vous avez affirmé en conseil municipal qu'il n'y avait pas eu de taxe foncière augmentée. Donc, vous savez, quand on met un point d'interrogation, c'est une question. Donc, j'ai dit qui ment, les Magny-Montois ou le maire? Je n'ai pas affirmé quelque chose. Je n'ai pas de feuille de taxe foncière. Donc, vous dites aujourd'hui que c'est vous qui avez raison. Moi, ça ne me pose aucun problème. Mais dites-le au Magny-Montois. Moi, je n'ai jamais dit que vous avez augmenté la taxe foncière. Moi, j'ai demandé qui ment, vous ou eux. A priori, c'est eux. Ben, c'est pas vous. Il n'est pas question de qui ment ou qui ne ment pas. Il est question justement de comprendre. C'est ce que j'ai essayé de voilà, faire mais moi j'ai très bien compris, moi. Hein. D'essayer de comprendre et d'être le plus clair possible sur quelque chose qui est quand même relativement complexe à comprendre. Bien sûr. Pour tout mais bon, vous savez bien qu'on n'est pas tous très intelligents. Mais moi, je vous ai jamais demandé pourquoi vous avez augmenté la taxe foncière. C'est les Magny-Montois, c'est pas moi. Voilà, bon. Donc dites à la personne qui relève le truc de bien transcrire, parce qu'il y a des gros problèmes. Hein. Aux questions orales. Donc j'ai reçu 2 questions orales du groupe Montmagny-Notre-Ville. Je vous demanderai de commencer par la question 2 pour terminer sur quelque chose par la question 1 qui est un peu plus sensée. Monsieur le maire, comment se structure à l'heure actuelle le CLAS? Sur quelle base comptez-vous trouver des accompagnateurs qui seraient épaulés par des éducateurs? Pouvez-vous nous préciser combien d'éducateurs sont mobilisés et quel est leur profil? Alors, je suis très surpris des termes de votre question qui tendent à montrer que vous ne savez pas ce qu'est le CLAS, et même l'origine de son acronyme. Il s'agit du contrat local d'accompagnement à la scolarité, dont les activités en complémentarité avec l'école ont pour objectif d'aider les enfants à acquérir des méthodes, de faciliter leur accès au savoir et à la culture, de promouvoir leur apprentissage à la citoyenneté, de valoriser les acquis afin de renforcer leur autonomie, de soutenir les parents dans le suivi scolaire de leur enfant. Il n'y a donc pas d'éducateur ou d'accompagnateur, comme vous le dites. Cela prend des formes différentes selon les structures différentes. Le service scolaire, pour les jeunes en primaire, dont les enfants sont repérés par les enseignants, qui ailleurs font eux-mêmes le CLAS avec l'aide d'encadrants. Accompagnement à la scolarité propre, 40 enfants sur 4 jours, encadrés par 9 intervenants, 7 enseignants et 2 encadrants sous contrat. Atelier découverte décomposé en 10 ateliers de 10 enfants dans la semaine, encadrés par 2 enseignants sur 2 jours et 6 interventions de la société C'est nos concepts. Autre structure, le centre socio-culturel pour des jeunes aussi en primaire, mais qui ne sont pas pris par l'éducation nationale, mais dans la structure familiale, ne permet pas l'apprentissage dans de bonnes conditions. Pour les CM1, CM2, le lundi et vendredi, de 16h30 à 18h30 pour 18 enfants. Les CP, les CE1 et les CE2, le mardi et le jeudi, de 16h30 à 18h30 pour 18 enfants. Dans le cadre du PREI,
le CLA, Club Langage, pour 41 enfants, séance de 1 heure 3 fois par semaine, sur 6 mois. Enfin, les 3P, ateliers psychopédagogiques positifs, pour 14 enfants. Les encadrants sont en nombre de 2 vacataires pour l'instant, car nous sommes à la recherche d'un ou une troisième, et nous avons également une bénévole qui intervient le mardi et le jeudi. Pour information, la première vacataire a un niveau licence en économie, la deuxième prépare une licence sciences de l'éducation et le bénévole a un niveau master en sciences humaines. Enfin, la dernière structure, le service jeunesse, dont les profils sont des collégiens et des lycéens. 34 jeunes suivis entre l'espace Jean-François Villemont et l'espace Suzanne Valadon, avec 4 intervenants et 5 bénévoles, un ancien ingénieur, une orthophoniste, une pharmacienne à la retraite, un ancien professeur de mathématiques et un autre de français. 4 jours par semaine, de 16h à 19h, et un intervenant dessinateur de profession pour apprendre à dessiner des mangas, pour détendre les enfants lorsqu'ils arrivent. Et également le stage coup de pouce qui est organisé pendant chaque vacances scolaires. Il n'y a donc pas d'éducateurs, mais des intervenants encadrants, diplômés ou expérimentés, rémunérés ou bénévoles. Dans tous les cas, nous choisissons des personnes qui placent les enfants au cœur de leurs préoccupations et non pas de leur propre ego. C'est pour ces raisons que nous sommes vigilants sur le recrutement et que nous ne prenons pas n'importe qui. Pour se rémunérer, il y a bien sûr des contrats de travail et pour les bénévoles, des contrats de collaborateurs occasionnels du service public qui leur confèrent et nous confèrent une sécurité juridique. Oui, cette question aurait pu être évitée, car tout ce que je viens de dire était dans le DOB de mars 2022, mais vous, Madame Andriana Solo, vous nous disiez à l'époque, nous pensions recevoir un véritable document de travail de votre part, et nous avons reçu un document avec une présentation sciemment fallacieuse, beaucoup de blabla et 20 pages de documentation municipale inutile sur lequel vous pourrez retrouver tout ce que je viens de vous dire. Inutile, alors pourquoi cette question? Deuxième question. Juste, je sais que le règlement ne le permet pas, mais je vais juste citer le Facebook parce que la question n'était pas du tout accusatrice. Enfin, je ne vois pas pourquoi la réponse a été sur ce ton. Le 30 septembre, sur le... C'était accusatrice au niveau du DOB de dire que c'était 20 pages de blabla inutile alors que vous aviez tout dessus. Vous posez Oui, oui, je voulais dire la formulation de la question 2 que nous avons envoyée, dans le sens où sur le Facebook de Magny, au 30 septembre, il y a un appel au bénévolat pour le CLAS. Donc déjà on sait ce que c'est et à quoi ça sert, mais il y avait exactement marqué fonctionnant toute l'année aux espaces Suzanne Valadon et Jean-François Villemont, ce dispositif d'accompagnement scolaire piloté par le service des sports et de la jeunesse fonctionne grâce à des bénévoles épaulant les éducateurs. Donc le thème éducateur a juste été repris tranquillement, calmement, en lien à ce poste. Voilà, donc je sais que je n'avais pas à faire cette intervention, donc je ne demande pas de réponse spécifique, mais juste je précise que le terme éducateur, sur lequel, monsieur le maire, vous avez insisté, est juste repris du poste appel au bénévolat, tout simplement mis sur le Facebook municipal. Et donc nous n'avons pas mis ce terme. Voilà, juste. Il n'y a pas d'autres personnes, sinon il y a bien évidemment le directeur du centre Villemont et le directeur du centre Suzanne Valadon. Voilà, mais c'est deuxième question. Voilà. Monsieur le maire, question. Donc, Montmagny va-t-elle mettre en place un plan de sobriété énergétique renforcé dès l'automne en vue de la flambée annoncée? Eh bien, je vous remercie de votre question. Monsieur Caparty, vous aviez une question. Oui, donc la même. Quelles conséquences la flambée des coûts de l'énergie entraîne-t-elle pour notre commune? Entendez-vous baisser le chauffage des locaux publics et des établissements scolaires au risque de dégrader les conditions d'études et de réduire la fréquentation des lieux culturels et sportifs, et réduire également le temps d'éclairage public? Ou entendez-vous demander au président de la République, comme d'autres maires l'ont fait, de sortir le gaz et l'électricité des marchés spéculatifs, de fixer des prix de l'énergie en fonction de la réalité de leurs coûts de production et de mettre en place un bouclier tarifaire pour les communes les plus pauvres? Alors, j'ai fait la question de M. Caparty, puisqu'elle se recoupe, et je ferai bien évidemment qu'une seule réponse.
Alors, quelles conséquences la flambée des coûts de l'énergie entraîne-t-elle pour notre commune? Entraîne-t-elle pour notre commune? Oui, ça c'était donc votre question. Ma réponse sera donc mettre des cols roulés, mettre des doudounes, acheter un étendoir au lieu d'un sèche-linge. Voilà la seule réponse du gouvernement de la 7e puissance économique mondiale pour faire face à la crise énergétique. Nous marchons sur la tête. Après des années de renoncement, que ce soit sous François Hollande et lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, sous la pression des écologistes, dont vous êtes le représentant local, M. Cap-Marty, la France a abandonné le nucléaire en arrêtant d'investir, en vendant nos entreprises du secteur, notamment Alstom, à General Electric, et donc nos technologies à des pays étrangers, en fermant une centrale nucléaire majeure dans l'est de la France, Fessenheim, et en prévoyant la fermeture d'une vingtaine d'autres. Et qui paie aujourd'hui? Qui va payer? Encore une fois, les Français, à qui on annonce une augmentation de près de 15% de l'électricité en janvier prochain, sans compter les augmentations de gaz que ces mêmes Français qui ont payé dans le passé par l'impôt toutes les centrales nucléaires et à qui, aujourd'hui, on vend de l'électricité à un prix fou, totalement déconnecté du vrai coût, sorti de centrales, car il est indexé sur le prix du gaz au niveau européen. Mais cette crise de l'énergie va aussi avoir des graves répercussions sur l'emploi si le gouvernement n'agit pas plus fort et plus vite, car de nombreuses faillites d'entreprises sont à prévoir. Alors oui, je compte bien agir, que ce soit avec les maires du Val d'Oise. Nous annoncerons le 15 octobre prochain, lors d'une conférence de presse à Montigny-les-Cormeilles, une série de suggestions, préconisations que nous porterons auprès du gouvernement, car oui, les budgets vont être difficiles à tenir pour cette année et même à faire pour 2023. Une hausse de 130% du cours de l'électricité est annoncée. Pour nous et pour le gaz, les perspectives sont bien pires puisqu'on parle d'une multiplication par 4, voire jusqu'à 7. Mais il nous faut agir aussi au niveau local. J'ai demandé à tous les chefs de service de veiller à ne pas rallumer les chauffages dans les bureaux et structures pour le moment. Les chauffages dans les écoles seront rallumés le plus tard possible, mais bien évidemment, le confort des enfants sera préservé pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Il sera demandé à tout le monde de ne pas dépasser les 19 degrés et les gymnases seront chauffés à 16 degrés comme il est préconisé. Alors nous agissons également au niveau de l'AMF, au niveau du maire de Cannes qui est le président de l'AMF, pour aller dans ce sens et faire un bouclier également pour les communes de façon à ce que nous ne subissions pas les taux d'augmentation que je viens de vous donner. Aussi, M. Cap-Marty, comme vous le savez, puisque vous faites partie de la commission d'appel d'offres, nous avons attribué un marché de performance énergétique qui permettra, sur 2 ans, de changer les 1300 lampadaires de la ville en LED. À partir de 23 heures, nous envisageons de baisser de 50% leur puissance et nous étudions de la baisser jusqu'à 70% entre 1h et 6h du matin. Pour des questions de sécurité et liées à la vidéoprotection, nous n'éteignrons pas complètement l'éclairage public. Enfin, je tiens à préciser tout de suite que je maintiendrai les illuminations de Noël en fin d'année, car la bêtise des adultes ne doit pas avoir de répercussions sur le bonheur des enfants. Voilà la réponse pour la question posée. D'autres informations, vous avez pu vous rendre compte que le DAB en centre-ville a été installé, il va être raccordé et il va ouvrir et être possible de tirer de l'argent dans les 15 jours qui viennent. Autre chose, les passeports et les CNI que je vous avais annoncés, je crois encore au Père Noël, pour début septembre. Je pensais que l'État se dépêcherait un petit peu puisqu'il y avait engorgement. Eh bien non, de multiples difficultés que nous avons rencontrées font que le premier rendez-vous est le 17 octobre à 10h. Donc,
proche, mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'il soit installé beaucoup plus tôt. Nous étions prêts, nous, ville de Montmagny et le personnel, à le faire bien plus tôt. Voilà, donc pour ce conseil municipal. Le prochain conseil municipal sera le 15 décembre 2022. Ah, 15 décembre. Je remercie le public qui était en direct ou en replay sur le live. Je remercie également les élus et les services municipaux. Je voudrais remercier également Mme Josiane Ramèche pour l'intérim sur les conseils de juin et octobre que vous venez d'assurer. Je vous remercie et je clôt la séance. La séance est close. Merci et bonne soirée à tous. Monsieur le maire, on peut vous poser une question. Je n'ai pas encore lu le pavé que m'a donné votre collaborateur. J'ai juste une question très simple à vous poser, qui n'est pas méchante. Hors conseil. C'est juste pour savoir si votre voyage au Portugal avec vos élus, vos conjoints et tout a été très bien, puisque j'y suis passé et je vous ai raté de quelques semaines. Vous y avez été femme, enfant et tout ça. C'est juste pour savoir si c'était bien. Je voudrais juste savoir si le voyage au Portugal que vous avez fait, vous en parlez pas, c'est quand même... Ah, sur votre Facebook, Oui, faut que mais j'aille sur votre accès. Facebook. Moi, On n'a pas accès à votre Facebook. Bah oui, c'est dommage. On n'a pas accès.